Bonjour du coup à tous et à tous. On va pouvoir reprendre sur la session de l'après-midi, donc de clôture du projet COEX, étendard de la Fondation Agropolis. Donc bienvenue à tous et à tous. Et la session de l'après-midi est consacrée quant à elle à la diversité des plantes cultivées, à la responsabilité de la recherche. On a parlé de bases de connaissances ce matin, d'observatoires. On avait des panélistes aussi qui sont venus partager leurs expériences sur la question de gestion de l'agrobiodiversité et comment la notion d'observatoire pouvait appuyer ou quelles étaient les limites de ces outils, de ces initiatives. Cet après-midi, on a fait le choix de parler de posture et de responsabilité de la recherche, puisque, comme certains d'entre vous le savent peut-être, ça a été, les aspects de collaboration ont été pris en compte dans le projet COEX comme un objet de recherche à part entière. Et donc, on a décidé de consacrer l'après-midi à cette question. Donc, on va avoir, pour commencer cet après-midi, des projections, finalement, qui vous permettront de mieux comprendre les enjeux de collaboration qui ont été traités dans le projet COEX. Donc, 2 projections, et puis s'en suivra, avant ça, une présentation de Céline Loafi. Et puis, en fin d'après-midi, on aura un panel d'invités qui nous partageront, qui nous livreront finalement leurs impressions sur en quoi la recherche en tant qu'acteur social peut se positionner et s'impliquer sur les questions de biodiversité cultivée. Donc avant de passer aux projections, je vous propose d'écouter Célim, qui va nous parler, donc Célim Loafi, coordinateur du projet COEX, qui va nous parler de finalement, pourquoi est-ce que dans le projet COEX, la question de responsabilité de la recherche a été questionnée? Qu'est-ce que cela implique dans le concret d'un projet de recherche? Et comment internaliser cet enjeu dans la collaboration multi-acteurs? Donc, je donne la parole à Célim et bonne écoute. Merci Alexandre. Et donc, en fait, je vais partir peut-être du titre qui inclut cette notion de gouvernance. Ça bouge pas. Voilà, qui inclut ce titre, donc ce titre qui inclut cette notion de gouvernance, et avec l'idée d'essayer de voir qu'est-ce qu'il faut entendre par ça, et qu'est-ce que juste la gouvernance, qui est un mot un peu valise, qui est employé dans beaucoup de contextes et de manière très différente, suivant les gens, les disciplines. Et on a souvent tendance à ramener ça soit à des questions de réglementation, de loi, de politique nationale, soit lorsqu'il est question de dimension plus institutionnelle, à des enjeux de management, de gestion. Or, si la gouvernance peut inclure ces 2 aspects, elle ne s'y réduit pas, et surtout, on va s'intéresser justement à cet entre-deux qui est constitué justement de règles collectives que des groupes qui décident de travailler ensemble se dotent pour fonctionner, et donc qui ne sont pas réductibles justement à des aspects réglementaires nécessairement ou de pure gestion sous forme contractuelle, par exemple. Alors, on va parler, par exemple, de gouvernance collaborative de ressources naturelles, comme les forêts ou les stocks de poissons, pour parler justement de règles d'accès, de prélèvement, d'usage, que vont se doter différents acteurs pour concerner sur un territoire donné pour gérer justement ces ressources. Dans notre cas, on a parlé de gouvernance adaptative, parce que tout l'enjeu, nous semble-t-il, était de trouver des cadres adaptés à la nature très particulière de cette entité que l'on appelle semence ou diversité cultivée, et qui ne peut être ramené ni à une ressource naturelle classique, dans la mesure où c'est une ressource aussi qui a été façonnée par les sociétés humaines au cours du temps, ni à une ressource strictement locale, puisqu'elle a eu vocation depuis le début de l'agriculture, il y a plus de 10 000 ans, à circuler entre différentes localisations, ni à une ressource uniquement matérielle, puisqu'il y a toute une dimension immatérielle. Voilà, donc c'est une ressource qui se laisse appréhender très difficilement, c'est une entité qui se laisse appréhender difficilement, et donc il y a un vrai enjeu à trouver des règles adaptées à ce côté multifacette, mais adaptatives aussi pour trouver des règles qui conviennent à la diversité des acteurs et à la diversité des relations, justement, on a parlé de ça beaucoup, qu'entretiennent ces acteurs avec ces entités pour, au final, trouver des cadres qui collent davantage à la réalité des situations vécues par ces différents acteurs qui utilisent, échangent et conservent cette diversité cultivée. Et donc,
parmi ces acteurs qui nous ont intéressés, sur lesquels on a travaillé, on a fait le choix, plus particulièrement, pour une partie du projet en tout cas, de travailler sur l'acteur de la recherche elle-même, non pour se regarder le nombril, mais parce que l'hypothèse était que la recherche était justement pas forcément la mieux équipée pour raisonner en termes de gouvernance adaptative et qu'elle avait sans doute une responsabilité dans le maintien de cette dichotomie entre formel et informel qui était notre point de départ de questionnement. Pourquoi une telle persistance d'une telle dichotomie? Voilà. Et que ce soit, donc, la recherche était interpellée sur la manière dont elle gère ses propres collaborations. Elle élabore des règles collectives avec justement des acteurs paysans, par exemple, ou encore à travers son rôle de gestionnaire de la diversité cultivée, sachant que les institutions de recherche hébergent elles-mêmes ou gèrent des banques de gènes dont elles ont la responsabilité. Donc, la question a été quelles règles, justement, mettons-nous en place dans nos activités de production de connaissances ou d'innovation ou de développement en lien avec la diversité cultivée, et puis quelle responsabilité on a justement dans le maintien de cette dichotomie entre secteur formel et informel, ou encore entre gestion ex situ et in situ, qui est un autre clivage qui est dans le domaine de la diversité cultivée qui revient souvent. Et puis surtout, comment faire évoluer nos pratiques pour mieux refléter justement la diversité d'intérêts et de pratiques associées à cet usage de la diversité cultivée. Et l'idée n'était pas de pointer un regard accusateur ou encore moins moralisateur sur qui que ce soit, mais plutôt d'accepter de s'engager dans un processus d'apprentissage collectif pour amener justement à une activité de production de connaissances, qui est la base du travail de recherche, en commun justement avec cette diversité d'acteurs qui colle davantage à la complexité du sujet. Et nous avons analysé ça, nous avons travaillé cette question sur deux activités menées par les organisations de recherche. La première, c'est sur cette question d'essayer de trouver et d'expérimenter collectivement des nouvelles modalités de gouvernance des banques de gènes. Et je laisse la parole à Kylian pour nous présenter cette activité. Je vais vous présenter un des axes de travail du projet COEX, pour lequel j'ai effectué un stage actuellement, celui de la construction d'un cadre ou d'un espace multi-acteurs qui favorise la coexistence de pratiques de la gestion de la diversité cultivée. Donc, conjointement, ce processus qui est présenté permet de répondre à un des objectifs du projet Diversity, celui de favoriser les complémentarités entre la conservation ex situ et in situ. L'objectif général de la démarche est de revisiter le rôle des banques de gènes dans ce paysage dynamique de la diversité cultivée. En partant du constat qu'il y a une nécessité de tisser des liens entre les différentes formes de conservation, un cadre de réflexion multi-acteurs a été constitué. Ce cadre réunit des chercheurs d'organismes de recherche, généticiens, sociologues et anthropologues notamment, des gestionnaires de banques de gènes, des artisans semenciers et des représentants de la vie. Ainsi, deux ateliers réalisés en novembre 2019 et en juin 2020 ont permis de construire un diagnostic partagé sur la situation actuelle et d'imaginer des manières innovantes de collaborer. Parallèlement, des entretiens ont révélé des problématiques communes entre tous les acteurs, mais également des blocages juridiques et socio-politiques. Pour les surmonter, une feuille de route a été élaborée, reconnaissant le besoin de trois grandes piste. La première, c'est l'interconnaissance entre les acteurs. La seconde piste est la création d'un programme de recherche collaborative. Et la troisième est la nécessité d'établir collectivement de nouvelles règles de gouvernance qui se matérialiseraient dans l'élaboration d'un tiers-lieu autour de la diversité. Pour répondre à ces objectifs, ceux de la feuille de route, une visite croisée entre la Banque de gènes d'Avignon et la maison de semences paysannes Jardin en Vie, ainsi qu'un atelier sur les communs, ont déjà été organisés. Et pour maintenir cette dynamique, une autre visite croisée ainsi qu'une série d'ateliers exploratoires sur les tiers-lieux permettront de continuer le processus de construction d'une vision partagée et d'un langage commun. Ils permettront également une réflexion sur l'élaboration d'une charte collective et d'un inventaire participatif des acteurs à inclure. Les fruits de ces réflexions seront restitués lors d'un atelier final
en automne 2021. Ces étapes paraissent nécessaires pour constituer un groupe de travail opérationnel pour élaborer le tiers-lieu et le programme de recherche collaboratif conjoint. Donc on constate que dans cette démarche réflexive, un glissement d'échelle s'est opéré. D'une problématique initiale centrée sur la gouvernance des banques de gènes, le prisme s'est élargi vers la reconsidération des règles et des cadres existants. Finalement, on peut considérer que c'est un processus d'apprentissage collectif qui invite à questionner la responsabilité et la posture de chacun, dont celle de la recherche institutionnelle. Pour conclure, l'enjeu est de créer de nouveaux cadres de coopération transdisciplinaires qui permettent une production de connaissances en considérant les semences comme un commun sous toutes leurs dimensions biologiques, économiques, environnementales, socioculturelles et politiques. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, merci Kylian. Et du coup, cet après-midi, on va surtout en fait insister sur la deuxième partie de ce travail un peu réflexif qui porte sur les modalités de collaboration entre recherche et organisations paysannes. Alors pourquoi s'intéresser à cette question et quel lien avec la diversité des systèmes de gestion de la diversité cultivée? Et là, en fait, on peut prendre un exemple, c'est que dès qu'il s'agit de collaborer avec des firmes, des entreprises privées, les services d'appui et de contrat dans nos institutions de recherche sont parfaitement conscients et équipés pour justement gérer les implications de telles collaborations, notamment en ce qui concerne les aspects de confidentialité, de propriété intellectuelle, de partage des données. Tout cela est plus ou moins, et même plutôt formalisé justement. Mais lorsqu'il s'agit de collaboration avec les OP, là, on a tendance à utiliser au mieux des règles standards qui souvent s'apparentent à un statut ouvert des données dans la recherche, par exemple, voire aucune règle du tout, laissant justement le soin aux chercheurs de gérer directement et de manière informelle ces relations de collaboration. Et donc, faisant de celle-ci un enjeu plutôt déontologique qu'un enjeu de gouvernance. Et du coup, le mode de relation devient justement plutôt géré par des considérations de type informel. Et donc, inconsciemment, on reproduit dans nos modalités cette dichotomie, alors que techniquement parlant, que ce soit qu'on travaille avec des firmes ou avec des agriculteurs, on a affaire à des acteurs privés. Donc, on a travaillé ce sujet en associant d'ailleurs justement les services d'appui, les services juridiques dans la discussion, et nous aurons une vidéo qui présente ce travail un peu plus tard. Mais dans un premier temps, là aussi où on a cherché un peu à innover, on va dire, ou en tout cas à appliquer ce raisonnement à nous-mêmes en tant pour gérer ce projet, avec l'idée de travailler sur un cadre multi-acteurs le plus collaboratif possible à travers, mais déjà de manière assez classique, un travail de renforcement de compétences, de co-construction des analyses, c'est tout ce que vous voyez au milieu ici, ou de nouvelles questions pour l'après-coex. Mais ce que nous avons essayé de mettre en place de manière peut-être un peu plus originale, c'est de faire des enjeux et des problèmes de collaboration entre académiques et non académiques une partie intégrante de la collaboration elle-même. Nous avons pour cela, à chaque fois que des problèmes de collaboration concrets se posaient, on a essayé d'éviter de trancher nous-mêmes selon des cadres qui seraient déjà donnés, préétablis, et plutôt de choisir de mettre en discussion ces questions pour essayer de trouver collectivement les réponses les plus adaptées qui permettraient à la fois de préserver les intérêts de la recherche, mais qui étaient en train de se faire, mais aussi ceux des paysans qui consacraient du temps et des ressources à ce travail collectif. Nous avons donc abordé les problèmes de collaboration à la fois comme un enjeu de connaissance, en tant que tel, au même titre que d'autres aspects techniques qui ont été traités, mais aussi comme un apprentissage collectif très pratique de recherche de solutions à des problèmes qui se sont posés au cours de cette collaboration sur le partage des données, l'accès au terrain, l'inclusion de nouveaux partenaires. Donc on voit un enjeu à la fois épistémique et pratique, et l'un et l'autre s'alimentant. Et cette internalisation des enjeux de gouvernance au sein d'une collaboration en train de se faire est justement une illustration de ce changement de posture de la recherche, où celle-ci, la recherche, s'engage dans une expérimentation collective avec les partenaires impliqués plutôt que de se voir comme le coordinateur en dernière instance de ces dynamiques collectives sur la base de routines administratives ou de réflexes
qui seraient déjà données. Donc, on voit bien que cet enjeu d'expérimentation, alors que dans les sciences, on va dire expérimentales, l'expérimentation correspond à des essais contrôlés, randomisés, où on va contrôler des conditions pour pouvoir isoler les effets. Là, l'idée, c'est vraiment d'utiliser la notion d'expérimentation au sens d'innovation et de recherche collective de résolution de problèmes. Et donc, cette manière-là de produire des données, donc l'idée, justement, c'est de ne pas penser en termes de production de données qui seraient analysées par les seuls chercheurs, mais une stratégie d'expérimentation qui génère elle-même de l'apprentissage collectif. Donc, on voit bien, hein, je pense que vous avez bien compris que depuis, à travers la présentation de Selim, les projections qui sont en suivi, que la notion de gouvernance adaptative n'est pas qu'une notion théorique, mais bien quelque chose qui s'est mis en place dans le concret, dans le pratique, avec une expérimentation autour de revisitons le rôle des banques de gènes, avec éventuellement une réflexion actuellement à l'œuvre sur la définition de nouvelles règles de gouvernance pour ces banques de gènes-là, la création possiblement d'un tiers-lieu à l'avenir, et puis toutes ces questions très intéressantes soulevées dans la pièce de théâtre Forum autour des protocoles mis en place dans les projets collaboratifs, des notions employées qui ne sont pas forcément partagées ou connues par tous les partenaires, des contraintes imposées par les bailleurs, des partages des résultats, bref, plein d'éléments à aborder sur les questions de collaboration et de responsabilité de la recherche dans ces collaborations. Et pour parler de ça, alors dans un premier temps, je vous propose à tous, à l'audience, de réagir. Si vous avez des questions, on va prendre ces questions-là. Mais en attendant, donc, on va donner la parole à Roger Cabouret. Donc, Roger Cabouret, vous êtes avec nous, vous nous entendez? Donc, Roger Cabouret, vous êtes le directeur de l'AMSP, qui est l'association Minime Song Panga au Burkina Faso, qui signifie en langue morée « La connaissance doit venir en appui à la force physique des paysans pour plus de résultats ». Votre organisation paysanne est impliquée dans plusieurs projets de recherche collaboratifs et vous avez activement participé au projet COEX, en particulier dans la construction du manuel de collaboration entre paysans et chercheurs. Donc j'avais deux questions à vous soumettre. La première, pouvez-vous nous faire part de votre retour d'expérience sur le processus d'élaboration du manuel et l'intérêt qu'il revêt pour les membres de votre organisation? Et puis la deuxième, quelles sont les prochaines étapes pour rendre le manuel de collaboration utile à la vie de votre organisation? Je vous laisse la parole. Ok, je vous remercie et je remercie les organisateurs de ce partage des résultats et de manière beaucoup plus large que ce que nous avons connu, par exemple, au cours de notre atelier national. Alors, pour ce qui concerne notre contribution à l'élaboration du manuel, je dirais que c'est parti, bien sûr, au début du projet COEX, de connaître nos propres expériences en tant qu'organisation paysanne, donc nos expériences de recherche qui étaient en cours. Et donc, nous avons fourni des documents de nos conventions. Et finalement, je dirais que c'est avec l'appui de Hélène Joly que j'ai beaucoup mieux compris même ces conventions-là. Et à travers des questionnements qui étaient posés et qui amenaient bien entendu à des réflexions beaucoup plus approfondies que des documents que l'on signait comme c'est parce que en tant qu'organisation paysanne, quand on est approché, on a besoin bien sûr de faire plaisir aux chercheurs et aux producteurs qui sont à la base. Alors donc, à l'issue de cette phase de recherche documentaire, nous avons participé, comme vous l'avez vu, à divers ateliers qui nous ont permis, que ce soit à Montpellier ou à Thiès, de partager aussi nos points de vue et en tant qu'organisation paysanne et de dire aussi, de faire remonter certaines préoccupations, et notamment des paysans qui sont à la base et qui ne comprennent pas, bien entendu, grand-chose des conventions ou qui observent des choses
qui ont fait que, à travers toutes les activités que nous avons menées, nous avons fait remonter certaines idées qui ont certainement contribué à ce que ce manuel-là puisse être élaboré. On l'a vu dans son contenu, on voit clairement qu'il y a une partie qui concerne des concepts, parce que nous, on était habitués à la notion de recherche participative, mais c'est avec la Fondation MacNet que la notion de recherche collaborative est progressivement entrée. Et bien entendu, pour nous, tout le processus avec COEX a été une occasion de vivre en live, de manière concrète, un processus de construction d'une recherche participative, disons collaborative, depuis le début, aux différents ateliers nationaux, et maintenant, on le voit bien que ce partage. Donc, c'est question de restitution, c'est question aussi de responsabilité de tout un chacun pour nous. C'est un des éléments qui sont quand même assez importants. Maintenant, comment est-ce que nous, en tant qu'organisation paysanne, nous comptons valoriser cet important document? Alors, nous avons prévu au sein de notre structure une réunion qui va se tenir même dans ce courant mai, du 19 au 21 mai, ce qui est prévu, et qui va réunir l'ensemble des animateurs et des cadres, en tout cas qui interviennent dans les différentes zones de recherche où nous sommes impliqués. Donc ça fait au moins 3 régions. Et nous comptons au cours de cet atelier-là présenter le manuel dans ses grandes lignes. On ne peut pas le décortiquer parce que ce n'est même pas évident, mais au moins dans ses grandes lignes, et pour qu'on se rende compte qu'on a un document qui peut nous être utile pour organiser nos réflexions avec les chercheurs. Et d'ailleurs, c'est notre réunion de 3 jours aussi, pour nous, c'est une manière aussi de valoriser ce manuel parce que pour une première fois, nous allons discuter en interne au niveau AMSP des différents projets. C'est vraiment une dizaine de projets. Nous allons discuter des résultats de ces différents projets-là. Et puis aussi, voir qu'est-ce que nous allons retenir concrètement pour que dans la mise en œuvre de cette année, et puis peut-être les années à venir, nous puissions dire réellement ce que nous pensons sur la base de comment nous voyons les résultats des projets. L'autre aspect, pour nous, j'ai le manuel avec moi ici, ce n'est pas un document que l'on peut mettre à la disposition des animateurs endogènes, parce que chez nous, ceux qui sont au four et au moulin, c'est ce que nous appelons des animateurs endogènes. Ce sont des producteurs qui consacrent une partie de leur temps à l'appui conseil aux autres producteurs. Donc, il est évident pour nous que ce serait beaucoup plus utile qu'on puisse avoir, je dirais, des fiches techniques, voilà, de ce manuel-là, en français facile. Moi, je l'appellerais comme ça, en français facile, selon des thématiques, voilà, que l'on retrouve dans ce manuel. Et nous allons utiliser cela au quotidien. Ce n'est pas une histoire de dire, voilà, un discours sur le manuel. C'est progressivement et en fonction des situations en quoi le manuel peut nous aider à faire face. Je prends le cas, la conception d'un projet. Quel comportement on doit avoir? Lorsque les producteurs nous disent, mais on a fait ceci, on a fait, et puis il n'y a pas de restitution. Quel comportement on doit avoir? La question des données. Nous avons une quantité de données, et voilà, et il y a même un projet qui va nous aider à capitaliser cela, mais depuis une dizaine d'années. Mais si on arrive à faire un peu ce retour-là, ça va vraiment nous aider nous-mêmes à mieux nous connaître en tant qu'organisation, à mieux connaître ce que nous avons comme acquis au sein de notre organisation, et puis bien entendu à valoriser cela. Donc,
Nous allons certainement demander aux chercheurs de COEX qui ont aidé à élaborer ce manuel, et bien entendu de nous aider aussi. Et d'ailleurs, depuis hier, ça a déjà été évoqué, et pour nous, c'est un aspect important. Alors, on pense aussi que même les projets en cours, des projets qui sont en cours, nous aurons la capacité, en tout cas, d'utiliser des éléments de connaissance de ce manuel-là pour organiser les échanges avec les chercheurs. Et on espère que s'il y a un projet futur, que ce soit de COEX ou quel que soit le type de projet, que nous puissions nous appuyer, parce que c'est un document qui nous manque. Ce n'est pas les conventions avec les chercheurs qui nous manquent, ce n'est pas ça. On a plein de conventions, mais on ne peut même pas tous les comprendre, ces documents-là. Ce n'est pas toujours évident. Alors, quand c'est en anglais, c'est encore beaucoup plus compliqué. Alors, mais c'est tous ces choses-là que nous voulons voir. Comment même on peut expliquer une convention à un producteur lambda qui est au village parce qu'il est engagé d'une manière ou d'une autre. Voilà, de manière ramassée, ce que je peux dire en termes de notre contribution à l'élaboration du manuel et comment nous pensons aussi le valoriser. Je vous remercie. Merci beaucoup, Roger Cabouret, pour cette intervention en 2 temps. Hein, donc, très clair également sur la façon dont ça vous a permis d'informer et de former aussi vos membres à l'importance des aspects de collaboration et de se réunir autour d'une table pour pouvoir en discuter d'égal à égal avec les chercheurs. Vous évoquiez aussi une dizaine de projets en cours à la MSP dans lesquels vous alliez tenter de traduire les acquis du projet COEX donc dans ces projets. Et vous insistiez sur le fait que finalement ce manuel vous aidait aussi à vous connaître vous en tant qu'organisation paysanne pour évaluer comment est-ce que vous réagissez parfois à des situations quand la collaboration ne se passe pas comme vous l'auriez voulu. Et puis vous précisez enfin que effectivement ce manuel de collaboration a encore besoin d'être valorisé, traduit, découpé en fiches techniques sur des thématiques très précises de collaboration pour que votre organisation puisse en bénéficier, que vous puissiez diffuser cette information auprès des animateurs locaux de la MSP. En tout cas, je suis ravi de voir que donc le processus de valorisation est en cours et se poursuit. Et j'aimerais maintenant poser une question à Laurent Tewende Ouedraogo, qui est avec nous aussi, et que vous connaissez bien d'ailleurs, Roger, puisque Laurent, vous êtes géographe et chercheur associé au laboratoire groupe de recherche sur les initiatives locales à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Et vous avez participé au projet COEX, en particulier dans la construction de l'enquête collaborative menée avec 4 organisations paysannes à l'échelle de la bande sahélienne d'Afrique de l'Ouest. Donc, moi, j'avais une question simple à vous poser, finalement, c'est quelle a été votre expérience de cette enquête collaborative menée avec les organisations paysannes comme celle de Roger Cabouret? Merci beaucoup et bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'avoir été associé à ce panel. Et je m'excuse pour l'absence depuis hier pour un certain nombre de contraintes. Et je pense qu'en lien avec la question, il faut dire d'emblée qu'il y a eu, en termes d'expérience de cette enquête collaborative, il y a eu 2 pans. Le pan préparatoire qui a consisté à organiser un atelier, discuter des outils de collecte de données ensemble, travailler pendant 1 semaine et aller les tester dans les environs de Ouagadougou. Je pense que sur cette première partie, les choses se sont bien passées et personnellement, j'ai été surpris par les apports des organisations paysannes venues des pays que vous avez cités, du Mali, du Niger, essentiellement, si ma mémoire est bonne. J'ai été également surpris par le fait que le terrain sur lequel nous avons fait le test, nous avons eu un accueil très favorable d'emblée
quand il s'agit de leur expliquer qu'il est question de venir discuter avec les communautés villageoises qui sont organisées, mais pas spécifiquement sur la question des semences, que ces communautés disent d'emblée, bon, la phase préparatoire a été déjà annonciatrice vraiment d'un contexte, voilà, pour ce qui concerne dans le cas du Burkina, en tout cas, relativement favorable au déroulement de cette enquête. D'un point de vue pratique, quand on a mis à l'échelle notre expérience, ça a été tout aussi et même plus enrichissant. Un premier élément, ça a été l'accueil un peu partout et la disponibilité des acteurs sur le terrain à discuter d'un sujet majeur pour eux, de préoccupation, il faut le dire. Et il y a eu vraiment un intérêt pour la thématique des semences et les questionnements étaient vraiment multiples au-delà de ce que nous avons même prévu dans le protocole d'enquête, dans les questionnaires. Et on sentait visiblement avec les échanges que la question semencière est une préoccupation pour les acteurs sur le terrain, les agriculteurs, leurs organisations que nous avons eu l'occasion de rencontrer et de discuter dans le cadre des focus group et des entretiens individuels. Et ces questionnements sont multiples. Hein. Ils portent à la fois sur quels seront l'avenir des semences qu'ils utilisent, quel type de semences leur convient au regard du contexte agroclimatique qui change et dont ils n'ont pas une parfaite maîtrise des paramètres essentiels, et quelle est la place du marché qui se développe, et comment faire en sorte que les semences, d'où qu'elles viennent, demeurent en gros accessibles pour eux. Autant de questions qui nous ont fait croire et comprendre surtout que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il existe vraiment une richesse au niveau villageois, sur le terrain. Roger peut témoigner, il en parlait d'ailleurs, sur cette thématique-là. Et moi, en tant que chercheur, je dois avouer que j'ai appris de cette diversité et cela m'a permis de relativiser, de faire des remises en question de mes acquis, de mes concepts, hein, voilà. Et l'expérience de COEX dit clairement qu'on a beaucoup de choses à apprendre des acteurs paysans qui sont plus, j'allais dire, ça c'est mon point de vue, sont plus habitués, plus liés aux semences que nous qui sommes les chercheurs. Et j'ai personnellement découvert véritablement les enjeux qui ne sont pas forcément les mêmes selon les catégories d'acteurs, selon qu'on soit acteur semencier qui s'inscrit dans la voie des semences améliorées, ou selon qu'on soit un producteur ordinaire familial, petit producteur ou moyen, qui produit ses propres semences et qui recourt en même temps aux semences nouvelles, entre guillemets, voilà, référence au film Qu'est-ce qu'une bonne semence? Les enjeux ne sont pas les mêmes et ça, c'est une richesse qui montre que la réalité, c'est l'intitulé du projet COEX. Il y a des situations qui coexistent en matière de semences et qui méritent véritablement d'être comprises ainsi et tirer l'essentiel pour les différents acteurs, en particulier les acteurs agricoles ruraux qui ont un intérêt aussi vital pour les semences là. Donc voilà un peu ce que je peux dire en termes d'expérience dans le cadre de ce projet collaboratif et participatif. Alors, pour rejoindre un peu Roger, si vous le permettez, c'est de dire que l'impression qui se dégage sur le terrain est que ce serait une bonne chose que pour
la suite à donner, les expériences à venir, on approfondisse l'aspect co-construction, l'aspect collaboratif, pour se donner les moyens autant que possible pour que ces acteurs à la base soient davantage impliqués pour apporter toutes les richesses qu'ils ont, voilà, à la conception et partant à la mise en œuvre du projet lui-même. Voilà. Parce que il y a toutefois des contraintes qui ont été soulignées d'ailleurs très justement de mon point de vue dans le manuel. Mais bon, en même temps, le manuel relève qu'il y a des défis sur ce plan de la co-construction qui restent à relever. Voilà, je vous remercie s'il n'y a pas autre chose. Merci beaucoup, Laurent. Oui, on m'entend bien. Effectivement, pour cette réponse très complète à la question de finalement votre retour d'expérience dans la collaboration du projet COEX, que ce soit avec les chercheurs de Montpellier, du CIRAD, ou avec les organisations paysannes, finalement, vous retirez vous-même, en tant que chercheur, des apprentissages que vous soulignez bien. Hein, quel est l'avenir, la remise en question de vos acquis aussi en tant que chercheur, avec une position finalement assez humble, je trouve. Puisque vous vous êtes ouvert à des apprentissages nouveaux auprès des acteurs paysans, et puis vous avez pris conscience de la pluralité des enjeux qui étaient liés aux semences. Vous mentionnez d'ailleurs un film auquel vous avez participé dans la réalisation qui s'appelle « Qu'est-ce qu'une bonne semence ?» et que je précise d'ailleurs à la salle que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube du projet COEX, donc qui a été réalisé dans le cadre des activités de COEX au Burkina Faso. Je retiens aussi que voilà, vous soulignez des questions qui restent en suspens et qui animent les organisateurs des paysans, qui est quel est l'avenir des semences qu'ils utilisent actuellement, quel type de semences conviennent au regard de la nécessaire adaptation au changement climatique, et puis quelle place aussi du marché semencier qui se développe en Afrique de l'Ouest de plus en plus. Donc voilà, trois questions qui sont au cœur aussi des préoccupations paysannes et que vous avez bien fait de nous livrer aujourd'hui.